Deux questions centrales vont nous animer à présent dans Enjeu patrimoine en matière de stratégie de SCPI. Tout d'abord, que penser des jeunes SCI opportunistes en tant que CGP quand on voit les performances de certaines d'entre elles sur l'année 2025. Mais on peut aussi se demander si le marché secondaire des SCPI peut représenter des opportunités lorsque l'on accompagne ses clients. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet. Jules Rousselet, tout d'abord. Bonjour Jules. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur d'Alfines Gestion Privée, qui est également membre d'Adunea. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Savignane. On va peut-être commencer rapidement avec vous, Vincent. Quand on voit certaines SCPI, jeunes SCPI, proposer des performances absolument phénoménal pour l'année 2025, même si les prévisions à long terme sont plus raisonnables. Est-ce qu'on se dit en tant que CGP qu'il faut absolument aller vers ce type de SCPI pour aller chercher de la performance sur le marché immobilier, ou est-ce qu'on est un peu plus mesuré et on se dit qu'il y a peut-être un contexte de marché qui les a portés aussi spécifiquement en 2025 ? Pas seulement un contexte de marché, même s'il a été très favorable. En tant que CGP, on accompagne nos clients sur la durée, et ce qui est important, c'est pas seulement la performance de la première année, mais celles qu'ils pourront avoir au cours des 8, 10 ans, voire davantage, où ils détiendront les parts de SCPI. D'accord. Si on décide, là, tous les trois autour de cette table, de créer, là, en sortant du studio, une SCPI, et puis on a un actif qui arrive, on va créer ensemble une SCPI avec un actif qui va rapporter du 6 à 7%, on va mettre 6 mois de délai de jouissance, et le résultat, c'est qu'on pourra afficher sur la première année une performance de 12, 13, 14%. Parce qu'on n'aura pas servi les intérêts. Parce que pendant 6 mois, eh bien, c'est le délai réputé nécessaire pour constituer le patrimoine. Si on a eu la chance d'investir plus tôt, globalement, on peut avoir une performance qui est certes très attractive, bien sûr, mais qui ne reflète pas du tout les performances futures. C'est-à-dire que si on veut analyser sur du moyen-long terme une SCPI, le bon critère, c'est de regarder quel est le rendement des immeubles qui sont investis et de se dire s'il n'y a que ce rendement locatif, que suis-je en mesure de verser aux épargnants au fil du temps. D'accord. Et donc, finalement, les chiffres affichés la première année, ou en tout cas la performance globale, n'est pas à regarder, il faut aller regarder dans le détail de la stratégie. On regarde, mais la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que les premiers actifs qui ont été acquis sont conformes aux promesses qu'avaient pu donner les gérants au moment du lancement de leur SCPI. D'accord. Une SCPI qui dirait « moi, je vais créer une SCPI diversifiée européenne et qui commence par un investissement en France ou qui va commencer par un investissement aléatoire en Pologne », on se dit, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du patrimoine qu'elle aura dans 5 ans ou dans 10 ans, et que je ne connais pas encore, simplement au travers de ce premier immeuble. D'accord. Dans certains cas, ça va conforter la promesse de départ. Dans l'autre cas, ça va inciter à attendre un peu pour voir quels sont les actifs suivants et si on est vraiment en phase avec la ligne directrice qui avait été donnée au début. Donc on rentre effectivement dans les investissements. Jules Rousselet, même question. On entend quand même... Alors quand je dis jeune SCPI, c'est parfois jeune société de gestion ou jeune SCPI lancé par des sociétés de gestion plus anciennes. On entend souvent quand même que 2024-2025, c'était le moment des bonnes affaires et que du coup on peut servir des rendements élevés puisqu'on achète avec des décotes des biens immobiliers. Ça ne suffit pas seulement à arbitrer si c'est un bon ou un mauvais investissement, si je comprends bien de ce que nous dit Vincent. Alors déjà, voilà, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Surtout cet effet de traction du rendement vers le haut permis par le délai de jouissance. Pour rappeler ce que c'est le délai de jouissance, en effet, c'est le décalage entre le moment où vous êtes propriétaire, vous avez votre titre de propriété, et le moment où vous percevez les loyers. Quand les SCPI collectent bien, il y a des nouveaux associés qui arrivent, mais ils n'ont pas encore les loyers de leur investissement. Oui, bien sûr. En revanche, vous avez les associés qui étaient là avant, qui récupèrent les loyers. Il y a cet effet de traction du délai de jouissance et aussi le fait, comme le disait très bien Vincent, que le portefeuille il n'est pas mature. C'est sûr que si vous faites une très bonne acquisition sur un portefeuille de 5 actifs, votre rendement il va être boosté. Quand vous avez 100 actifs, forcément, ça va se diluer dans le temps. D'accord. Donc ça, c'est ce premier effet. Ensuite, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les jeunes SCPI opportunistes, elles ont saisi l'opportunité. Donc je vais être nuancé, hein. C'est ni une révolution, ni un piège, c'est juste une approche de l'investissement. En effet, mon point d'entrée, il est bien meilleur aujourd'hui qu'en 2019. Et aujourd'hui, il faut savoir faire le tri sur comment la SCPI, comme le disait Vincent, va être en cohérence avec sa stratégie d'investissement sur le long terme. En fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette crise du marché immobilier nous a rappelé que la SCPI n'était pas un produit simple d'épargne liquide, mais un actif à prépondérance immobilière qui s'étudie sur le court terme et donc qui peut potentiellement subir des cycles économiques et du coup une correction de marché. Quand il y a quand même un investissement réalisé qui offre de belles performances parce qu'il a été bien réalisé par une jeune SCPI. Alors,
on entend effectivement que il faut faire preuve de prudence parce que ça n'est pas forcément révélateur d'un parc immobilier au global, mais est-ce que ça montre pas quand même, est-ce que c'est pas la première pierre qui montre la qualité de la société de gestion qui a réalisé l'investissement? Peut-être Jules et ensuite Vincent. C'est sûr. Et de toute façon, même des jeunes premiers qui se mettent à saisir cette opportunité dans de bonnes conditions, qui savent, certes, rentrer en croissance, mais encore plus important, accompagner cette croissance, on aurait tort de ne pas leur faire confiance si on étudie, si après notre étude, on considère qu'elle est parfaitement cohérente sur le long terme. D'accord. Après, sur les SCPI, justement, vous avez un peu des startups de l'immobilier qui se mettent à lancer leur SCPI et des institutionnels comme les Rothschild avec la SCPI Europa qui, elle, justement, vient de lancer sa SCPI, mais derrière, c'est Rothschild Grem qui administre plus de 14 milliards d'actifs sous gestion pour des institutionnels. À côté de ça, vous allez avoir des jeunes SCPI comme Reason, comme Waymo, qui vont saisir des opportunités, mais qui ont un biais plus offensif startup. Quand on est CGP, justement, on fait la différence entre vieille société de gestion et start-up de l'immobilier. On va raisonner un petit peu comme en matière obligataire, en regardant quelle est la notation de la société de gestion et est-ce qu'elle est crédible sur le marché sur lequel elle veut s'engager. Alors c'est très simple pour celles qui ont déjà des SCPI sous gestion et dont on peut apprécier la qualité de gestion ou pas, dans le temps, qui lancent une nouvelle SCPI. Bien sûr. Mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui n'avaient jamais créé de SCPI et qui sont immédiatement légitimes par leur savoir-faire. Quand Telamon, spécialiste de la logistique, lance une SCPI logistique, c'est crédible. Quand Altarea, grand investisseur immobilier, décide de lancer sa première SCPI, c'est tout aussi valeureux. Quand Eurial lance une nouvelle SCPI santé, ils sont légitimes sur le sujet, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement des nouvelles sociétés de gestion qui, à côté, elles, vont avoir à faire leurs preuves. Et simplement, parce la méfiance. Elles n'ont pas l'historique. Elles n'ont pas l'historique, elles n'ont pas forcément la légitimité. En tout cas, on va avoir à prendre. Je reviens à ma comparaison obligataire, elles sont non notées au départ. D'accord, oui. Donc forcément, elles vont devoir avoir un rendement plus élevé pour être attractives. Mais ensuite, nous, il faut qu'on regarde très très attentivement dans ces sociétés aussi si elles seront viables, puisqu'on embarque les épargnants pour du long terme. Bien sûr. Il y a 30 nouvelles SCPI, la concentration de la collecte se fait sur 10. Que vont devenir les 20 autres? Est-ce qu'elles auront atteint la viabilité suffisante pour la SCPI d'une part, mais même la société de gestion parfois? Et ça, on doit se poser cette question. On a eu une première sortie de route en 2025 avec Patrimonia qui a remboursé ses premiers souscripteurs. Il faut regarder attentivement ce point-là aussi. Dans les nouvelles sociétés de gestion de SCPI, il y a un point mort à atteindre pour se dire la société de gestion est viable et pour accompagner les épargnants sur le long terme. Donc il vaut mieux aller vers celles qui collectent. Quitte à ce qu'elles collectent trop et doivent ensuite réaliser des investissements qui ne sont pas forcément au niveau des attentes. Deuxième point de vigilance, la cohérence entre la collecte et les investissements. D'accord. Et ne pas rééditer les erreurs du passé. Parfois, on a beaucoup collecté et on a eu un petit peu de mal à investir derrière et ça a dégradé la qualité des investissements. Il ne faudrait pas que, poussés par l'appétit de la collecte, certains acteurs ne limitent pas à un moment donné leur collecte s'ils ne sont pas capables d'investir. Jules Rousselet, l'heure tourne. Je vois, il y avait un deuxième sujet que je voulais traiter aussi, justement en lien avec ces SCPI qui n'ont pas collecté en 2025 ou peu. Je veux parler de celles qui ont dû, face à des sujets de liquidité, passer de capital variable à capital fixe. On est dans une situation où un certain nombre d'investisseurs, d'épargnants investis dans les SCPI veulent sortir. Est-ce que, quand on est CGP, ça peut constituer une opportunité d'entrée dans ces SCPI, et donc de faciliter la sortie d'autres, mais peut-être d'entrer avec une décote si on croit toujours dans le projet de la SCPI? C'est ça. Il y a deux grilles de lecture. C'est vrai qu'une SCPI, déjà, il faut rappeler comment ça fonctionne. Une SCPI classique, dite classique, c'est une SCPI à capital variable. Donc, c'est la SCPI qui a l'opportunité de d'émettre de nouvelles parts, d'annuler des parts, celle qui fixe son prix, qui assure ce qu'on appelait la liquidité. Et ça, c'est le vrai sujet. Cette espèce d'illusion d'une liquidité tous azimuts sur le long terme, quoi qu'il arrive. Là, on voit qu'on en arrive à la limite. Et en fait, tant que la SCPI collectait, et tant qu'il y avait des vendeurs, mais des acheteurs en face, qui étaient en plus grand nombre, ça ne posait pas de problème. Là, forcément, ces SCPI à capital variable se rendent compte qu'elles font face à des demandes de retrait massifs. Elles ne peuvent plus assurer la liquidité. Elles ne peuvent plus assurer la liquidité. Donc, il y en a certaines qui décident de se fermer au capital. Et donc, ce n'est plus la SCPI qui fait le marché. Mais c'est un marché de gré à gré. C'est un marché de gré à gré. Moi, je trouve pas ça négatif, je trouve ça cohérent. C'est-à-dire que là, on revient aussi à ce que c'est l'immobilier. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et la demande.
Hein, c'est plus la SCPI qui va fixer le prix, c'est la demande qui va fixer le prix. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'entends parfois que ça peut, du coup, l'acheteur peut arriver avec une décote, ça permet au vendeur de sortir et de prendre une partie de sa perte, mais de récupérer une partie de son capital. Est-ce que ça vaut le coup pour un épargnant d'entrer, même avec une décote, dans une SCPI qui fait face à des problèmes de liquidité aujourd'hui? C'est vrai que j'ai pas répondu à la question, donc je vais y répondre. Oui, quelqu'un qui va chercher du rendement, qui va acheter à quelqu'un qui a besoin de capitaux, donc qui a un besoin de liquidité, qui va se payer par le biais d'une décote, il va acheter pas cher des parts de SCPI de seconde main et il va toucher le dividende par part statutaire de la SCPI. Donc quelqu'un qui cherche du rendement, c'est une opportunité. D'accord. Quelqu'un qui cherche à se débarrasser de ses parts parce qu'il a besoin d'argent, ça reste une opportunité en version dégradée, bien évidemment. En ayant conscience que peut-être la sortie sera peut-être un peu plus compliquée du fait des sujets liquidité sur la SCPI à l'heure actuelle, en Toujours, tout cas. Ouais. toujours. Mais vous avez des acteurs sur le marché, comme Second Market SCPI, justement, qui saisissent cette opportunité de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de parts de SCPI qui ne sont plus considérés comme étant liquides. Vincent Danis, est-ce que le marché secondaire est une source d'opportunité quand on veut accompagner ses clients? C'est le coin du chineur. D'accord. C'est un C'est la domaine- brocante, ouais, c'est ça. C'est un domaine dans lequel les CGP peuvent intervenir plus facilement que d'autres types de conseillers, parce que nous, on est tout à fait capable d'aller ramasser des miettes qui nous paraissent attractives, effectivement, sur des plateformes de revente de gré à gré. De temps en temps, il y a des SCPI qui sont proposés à la revente à des prix qui deviennent franchement attractifs quand on est en décote par rapport à une valeur de réalisation au 31 décembre 2025. On achète dans des conditions inespérées. D'accord. Toutefois, aujourd'hui, si on regarde la plupart des SCPI qui ont des gros problèmes de liquidité, probablement la décote actuelle sur ces places-là n'est pas suffisante. D'abord parce que les valeurs de réalisation au 31 décembre 2025 sont à nouveau en baisse. Mhm. Et ensuite, certaines sociétés de gestion ont annoncé des baisses cinglantes de leur distribution en 2026. Voire pour certaines, même si ça n'est pas encore annoncé, il y a des problèmes de refinancement. C'est-à-dire qu'un des points de vigilance, c'est regarder quel est le taux d'endettement de la SCPI aujourd'hui, de la SCPI qui n'est pas liquide. Et cette SCPI qui n'est pas liquide, si elle doit refinancer sa dette dans 1 an, dans 2 ans, elle ne le fera pas aux mêmes conditions de taux, elle devra taper dans sa distribution. Donc attention au bon calcul de la décote. La question, c'est est-ce que vous souhaitez entrer dans un endroit dont vous ne pourriez pas sortir? J'attends comme réponse, ça dépend à quel prix, Ouais. mais ça dépend aussi pour quelle durée et à quel prix il doit valoir, il doit comporter cette prime d'illiquidité. Bon, si je comprends bien que ce soit les jeunes SCPI ou le marché secondaire, il faut de toute façon bien regarder la qualité de la société de gestion et surtout des investissements réalisés. Ça n'est plus un marché unique, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Jules, merci Vincent Danis, merci Jules Rousselet de nous avoir accompagnés, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.